Bonjour Bruno Patino. Bonjour. Vous êtes le directeur éditorial d'Arte, la chaîne que l'on aime sur TV5 Monde. Et dites-moi, vous publiez un livre au titre étonnant, ça s'appelle « La civilisation du poisson rouge » chez Grasset. Petit traité sur le marché de l'attention, on va en parler dans quelques instants, où en quelque sorte vous décrivez un monde où finalement chacun est hypnotisé, une espèce de peuple numérique qui ne réfléchit plus et qui ne fait que regarder des écrans d'ordinateur. En fait, c'est un livre d'alerte, donc je décris ce qui nous arrive petit à petit. Alors la métaphore du poisson rouge, c'est simple, c'est le temps d'attention du poisson rouge a été mesuré par Google, c'est 8 secondes. Le temps d'attention des milléniums, c'est-à-dire ceux qui sont nés avec un smartphone dans la main, c'est 9 secondes. Mais en fait, ce qui nous arrive petit à petit, c'est ça, on est hypnotisé, un peu addict. En tout cas, il y a une assuétude vis-à-vis du téléphone portable, vis-à-vis des écrans et vis-à-vis des réseaux sociaux. Oui. Et ceci, ça nous arrive malgré nous. Oui. On n'est plus trop libre de ça. Aussi, je reviens sur cette notion de poisson rouge, parce que c'est quand même incroyable. Ce poisson, vous décrivez finalement un poisson qui vit enfermé dans un bocal où on l'a mis, finalement sans qu'il ne l'ait décidé, qui croit à chaque tour de piste, j'allais dire, découvrir un paysage nouveau, alors que c'est toujours le même. Oui, c'est une métaphore. C'est-à-dire, nous, on s'est mis nous-mêmes dans le bocal, mais il y a des mécanismes qui nous maintiennent dans ce bocal-là et qui font qu'à chaque fois qu'une nouvelle sollicitation numérique arrive, on a l'impression de découvrir un monde nouveau. Et en fait, finalement, on fait un peu le tour de nous-mêmes. Et on s'ouvre de moins en moins aux autres. Et ce mécanisme-là, ce bocal, pour reprendre cette métaphore-là, ça n'est pas le produit du hasard, ça n'est même pas le produit d'une technologie, c'est le produit d'un modèle économique, et en tout cas d'un modèle économique de plateforme. Oui, mais alors si on en croit ce que vous dites sur les vrais poissons rouges, vous dites qu'à la fin, le poisson rouge, il a changé de morphologie. Hein, mais oui, finalement, il s'est rétréci. Et figurez-vous qu'il y a une association du poisson rouge, une association française en l'occurrence, qui souligne à chaque fois que le poisson rouge, il est fait pour naître en banc, pour vivre en banc. Il vit 20 à 30 ans quand il est en liberté, il est beaucoup plus grand. Le bocal l'atrophie. Et donc, et détruit, vous dites, sa sociabilité. Ça détruit sa sociabilité. Et finalement, d'où la métaphore du bocal. Est-ce qu'on n'est pas en train, petit à petit, dans ce bocal numérique, de détruire notre propre sociabilité et notre propre, en fait, ouverture sur le monde? Oui, alors c'est une civilisation du poisson rouge, le monde d'aujourd'hui, c'est ça. En fait, si vous voulez, il y a une utopie numérique à laquelle je crois toujours, de mettre en relation les gens, de mettre en relation la connaissance, le savoir, l'information. Tout cela, on a vécu ça, on le vit toujours. Reste que quand on regarde autour de nous, des plateformes, des outils numériques conquièrent notre temps, même quand on ne le souhaite pas. Et petit à petit, le temps qu'on consacrait à autre chose, le temps de famille, le temps de couple. Il y avait un tiers pour le corps, pour dormir, un tiers pour on va dire un tiers pour le corps, un tiers pour le travail, un tiers pour la vie intellectuelle, la prière, etc. Mais tout est mélangé. Tout est mélangé parce que ces outils-là, qui nous accompagnent tout le temps, avec cette connexion permanente, cherchent à capter notre attention pour une raison de modèle économique, tout le temps, même quand on s'adresse, quand on fait quelque chose d'autre. Et donc, vous êtes en famille en train de déjeuner, et paf, une sollicitation numérique arrive, et paf, vous regardez votre écran, on se parle, tac. Et petit à petit, cette relation qu'on a avec l'écran, cette relation-là qu'on a avec les plateformes, on en est de moins en moins maître. Parce qu'il y a des mécanismes de neurosciences. On est hypnotisé, tout simplement, vous dites. Oui, il y a des mécanismes de neurosciences. J'essaye de raconter dans le livre comment de simples mécaniques connues depuis très longtemps, puisqu'à la base de l'économie du casino, de la machine à sous, ont été mises en œuvre par les plateformes pour justement créer ce lien de dépendance. Oui, vous nous parlez de l'atazagoraphobie, si je le dis bien. Oui, après, mais alors, c'est un mot compliqué pour dire quelque chose simple finalement. C'est la peur d'être oublié, l'atazagoraphobie. C'est la volonté d'avoir des likes, de montrer des selfies, c'est de se montrer, de raconter sa vie. En gros, le mécanisme, il est assez simple. Vous avez aujourd'hui, il est assez simple, mais il gagne vraiment à être décrit, expliqué pour qu'on comprenne après comment s'en sortir. Parce qu'en fait, vous avez un modèle économique qui pousse les plateformes à capter notre attention le plus possible. Elles utilisent les neurosciences pour le faire, et les neurosciences dans ce qu'elles peuvent développer de phénomènes addictifs, en particulier la récompense aléatoire ou d'autres. Et donc ces mécanismes addictifs, ces phénomènes addictifs provoquent un certain nombre de, entre guillemets, maladies chez nous, qui peuvent être la peur d'être oublié, qui peut être l'assombrissement, qui peuvent être la schizophrénie. L'angoisse de la solitude, au fond. En fait, l'angoisse de la solitude, mais même à un moment donné, vous vous réveillez pour voir qui vous a liké, qui vous a partagé, ça peut vous paraître bizarre, mais en même temps, quand vous parlez autour de vous de ce que vivent vos enfants ou vos adolescents, le fait d'être à un moment donné unfollowé sur une plateforme prend des allures dramatiques. On raconte des histoires, donc ça n'est pas pour tout le monde dans cette amplitude-là, mais c'est quelque chose qui petit à petit gagne la société, et je pense
très sincèrement que ça devient petit à petit un sujet de santé publique. Oui, vous dites à un moment, je cite dans ce livre, les croyants à la noosphère, c'est-à-dire vraiment comme une religion en fait, il y a des croyants qui pariaient sur la raison et le partage pour atteindre une sorte de spiritualité collective et finalement cette utopie s'est effacée, s'est effondrée au rang des illusions brisées. Oui, parce que à mon tout petit niveau, moi je fais du numérique depuis 20 ans, 21 ans, 22 ans. J'ai fait partie des gens qui croyaient à cette utopie numérique et qui y croient encore. C'est-à-dire de dire mettre tout le monde en relation. Vous avez mentionné Teilhard de Chardin, c'était l'idée d'avoir une espèce de cortex, cortex universel dans lequel les pensées, le débat, le savoir, la connaissance pourraient être partagés. Tout ça est toujours possible. Reste qu'à un moment donné, l'économie s'est invitée là-dedans, l'attention s'est invitée là-dedans, le fait de capter le plus possible de votre temps disponible, même quand vous voulez le consacrer à autre chose, s'est invité là-dedans et ça a provoqué de très grands dysfonctionnements. Et donc on est très très loin du rêve numérique. Je pense qu'un jour on regardera l'époque qui est la nôtre comme celle du numérique sauvage, comme il y a eu à un moment donné le capitalisme sauvage, et qu'on se dira, mon Dieu, on a été un peu fou à ce moment-là de se vautrer autant dans ces mécanismes d'attention et d'addiction. Oui, mais ça c'est votre côté positif, optimiste, j'allais dire, parce que ça vous vous dites à un moment, vous dites d'ailleurs dans le livre, l'apocalypse numérique n'est pas forcément amorcée. Qu'au fond, vous vous dites, comme vous dites à l'instant, un jour on va se rendre compte que on avait fait faux aujourd'hui, mais que finalement on aura trouvé une autre voie d'ici là. Moi je suis absolument persuadé que quand on regardera l'époque qui est la nôtre, dans 5, 6 ou 7 ans, on se dira comment on a pu, à un moment donné, ne pas imposer des lieux avec une non-connexion obligatoire. Comment on a pu ne pas éduquer nos enfants, nos adolescents à la déconnexion. Comment on a pu, à un moment donné, ne pas réguler l'amplitude de l'action des algorithmes sur notre temps d'attention. Mais ça nous paraît qu'on va le faire ? Vous pensez vraiment qu'on va le faire ? Oui, je pense. Parce qu'encore une fois, je pense, ce livre est une alerte là-dessus, mais les réceptions que j'en ai, c'est à chaque fois les gens qui me disent « oui, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre ». Et en fin de compte, cette prise de conscience, je pense qu'elle est générale. Elle existe, y compris, ce que je raconte aussi, chez les géants de la Silicon Valley qui ont, entre guillemets, leur repenti. Vous avez aujourd'hui à la fois le fondateur de l'Internet, Tim Berners-Lee, mais vous avez des cadres absolument dirigeants de Facebook, d'Instagram et autres, qui quittent ces plateformes-là en disant « mais qu'avons-nous fait ?» nous sommes laissés emporter dans cette maximisation de la captation de l'attention. Et il faut revenir à certaines limites. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut oublier le numérique. On est rentré dans la civilisation numérique et je pense que ça peut apporter énormément de bien. Mais il s'agit à un moment donné de canaliser un certain nombre de ces expressions. Et encore une fois, moi je crois vraiment qu'on regardera les années qui sont les nôtres aujourd'hui comme celles du numérique sauvage, de la civilisation du poisson rouge auquel on échappera, mais encore faut-il agir, à la fois agir de façon individuelle, ce que j'appelle guérir, et agir de façon collective, ce que j'appelle combattre, parce que je ne crois pas en l'autorégulation. Alors, quand je disais votre petit traité sur le marché de l'attention, c'est-à-dire qu'au fond, vous dites c'est un marché, il y a de l'argent, on vend l'attention des gens. J'allais dire, comme quelqu'un d'autre avait dit, on vend du temps de cerveau disponible, en quelque sorte. Oui, c'est la même chose, mais si j'ose dire, puissance 1000. Parce que quand on dit on vend de l'attention en télévision, vous avez à la fois un temps d'attention limité, c'est celui que vous passez devant votre téléviseur, et en même temps vous vous adressez, si j'ose dire, à tout le monde, c'est-à-dire que vous essayez de capter l'attention de tout le monde. Quand vous êtes dans l'univers numérique, d'abord, le temps n'est plus limité, puisque vous êtes en connexion permanente, et on voit bien aujourd'hui les études qui montrent que notre temps de sommeil diminue. Quand on vous enseignez, vous voyez bien que les gens à qui vous enseignez ont tendance à être sur les écrans, donc ça gagne un temps consacré à autre chose, d'où le fait que je raconte à un moment donné que les études montrent que nos journées, entre guillemets, si on mettait bout à bout toutes les actions qu'on fait, elles font 30 heures et non plus 24 heures, tellement on passe de temps à faire plusieurs choses en même temps. Donc non seulement le temps aujourd'hui n'est plus limité, mais par ailleurs, ça s'adresse à vous, individus. Parce que, à la fois dans la puissance de calcul des algorithmes, la connaissance de vos données individuelles, ça peut capter votre attention à vous en tant qu'individu et non pas l'attention d'une masse définie, et donc c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus intrusif. Mais quand même, Bruno Patino, il y a du boulot. Vous dites les chiffres, vous citez les chiffres, 4h48 de temps passé devant un écran au Brésil, 3 heures en Chine, devant un smartphone, 1h32 en France. Oui, on pense que ce temps va doubler d'ici 2 ans. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut agir. C'est pour ça qu'il faut agir. Quand à un moment donné, le ministre de l'Éducation veut limiter le smartphone dans les écoles, on dit très bien, enfin dans les collèges, très bien. Mais je pense encore une fois qu'on a une vraie discussion de santé publique à avoir là-dessus, et c'est ce à quoi invite
ce petit ouvrage. Oui, alors, quand on a dit à des gamins à l'école, vous allez à la récréation, vous n'allez plus avoir de smartphone, ils ont répondu, mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Mais c'est justement ça qui est terrible. Mais c'est ça qui devrait nous faire prendre conscience que c'est grave. Quand on voit effectivement des gamins être en quasi-dépression parce qu'ils ont été, entre guillemets, unfollowés, donc arrêtés d'être suivis par leur père, que c'est une forme, qu'ils le vivent comme une forme de bannissement, au sens premier du terme, là, il faut se dire quelque chose nous est arrivé là, qui n'était pas prévu. Merci Bruno Patino, c'est passionnant. Hein. Ça s'appelle La civilisation du poisson rouge, publié chez Grasset. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.